en rappelant que ce club a débuté il y a à peu près un an, juste avant la pandémie. Et nous avions accueilli alors à l'UNESCO, puisque c'était en présentiel, Madame Sophie Bessis autour de son livre Histoire de la Tunisie. Et puis pendant la pandémie, nous avons essayé de maintenir le contact avec nos membres de l'AFU en envoyant 4 ou 5 lettres d'idées de lecture pour un temps de pandémie. Et maintenant, nous revoilà aujourd'hui en distanciel avec un nouveau livre, un nouvel auteur, suivant l'esprit de notre club, avec M. Gomard, auteur de Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques. Juste avant de donner la parole à M. Gomard et de présenter M. Gomard et son ouvrage et de lui poser des questions, je vais donner la parole très rapidement à Neda Ferrier pour qu'elle vous explique comment vous pourrez poser des questions à la fin de notre entretien. Neda, je te passe la parole. Merci Patrick. Regardez sous votre barre, sur votre barre Zoom, vous avez l'icône converser. À partir de l'icône converser, vous pourrez adresser un message pour poser votre question et prendre votre tour dans la liste. À ce moment-là, ça sera communiqué à l'animateur, à Patrick, qui vous donnera la parole tour à tour. Désolée de ne pas pouvoir vous donner la parole directement, mais c'est un peu compliqué avec ce genre de technique. Merci. À tout à l'heure. Merci Neda. Donc aujourd'hui, Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques, par M. Gomard. M. Gomard, en quelques mots, en 2002, vous soutenez votre thèse sous la direction de M. Robert Frank, sous le thème « Double détente, les relations franco-soviétiques ». En 2004, vous rejoignez l'Institut français des relations internationales, dont vous devenez le directeur en 2015, l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui a fêté ses 40 ans en 2019. Vous enseignez notamment dans différentes écoles, notamment l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, où vous avez tenu un cours sur l'usage de la force dans les relations internationales, ou géopolitique de l'énergie, ou encore sur le concept du cyberpower. On retrouve de nombreux articles de votre part dans la revue de Deux Mondes, dans la revue Politique internationale, Politique étrangère, et dans la revue Études, dont vous êtes d'ailleurs le chroniqueur de la politique internationale. Après L'affolement du monde, votre ouvrage qui a été paru il y a à peu près un an et demi, vous venez de faire sortir en librairie Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques. Et en fait, dans ce livre, sur lequel nous allons maintenant discuter, vous essayez de rendre visibles les mécanismes invisibles dans la compétition des différentes grandes puissances. Alors, j'allais dire, dans un premier temps, j'aurais voulu vous poser une question sur les questions environnementales. Alors, vous allez me dire, les questions environnementales, ce n'est pas vraiment invisible, on les voit malheureusement tous les jours aux actualités, puisque l'environnement est devenu un problème majeur. Mais, en définitive, c'est plus compliqué que cela. Et vous affirmez dans votre livre que la possibilité, tout comme la possibilité d'un hiver nucléaire fut la toile de fond de la guerre froide, celle d'un effondrement provoqué par des ruptures environnementales est devenu notre horizon. Vous vous rappelez à cette occasion que John Kerry, il y a à peu près 20 ans, disait que le changement climatique allait se substituer aux ogives nucléaires. C'est un petit peu rapide, mais en même temps, ça veut dire ce que cela veut dire. Et donc, ma première question, M. Gomard, si vous le voulez bien, c'est est-ce que l'environnement, la gouvernance du climat, va devenir la mère de toutes les batailles? Autrement dit, l'environnement est-il un enjeu géopolitique? Monsieur Gomard, merci. Encore merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de votre invitation et de votre présentation. Je suis très heureux de faire cet exercice avec vous qui avait été programmé avant le confinement. Et puis voilà, on est tous pris par ces circonstances un peu particulières. Alors, pour répondre à votre question, si vous voulez, je peux y répondre en fait en mettant en lien les deux grandes tendances qui servent de toile de fond à Guerres invisibles. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la dégradation environnementale qui est, je dirais, non intentionnelle et qui se traduit par le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité et la problématique des pollutions. On pourra y revenir, ça, les différents types de pollution. Avec l'autre tendance qui est la propagation technologique. Juste un chiffre pour illustrer cela, c'est à horizon de 5 ans, nous aurons 150 milliards de terminaux numériques
dont 1 milliard de caméras de vidéosurveillance. Et je pense que ce qu'il faut essayer de penser, c'est cette dialectique entre la dégradation non intentionnelle et la propagation technologique qui est intentionnelle. À partir de là, pour répondre très précisément à votre question, le lien que j'ai établi, effectivement, porte sur la relation entre l'hiver nucléaire qui était l'arrière-plan, la peur de l'hiver nucléaire qui était l'arrière-plan de la guerre froide, et ce thème de l'effondrement, de la collapsologie, comme on dit aujourd'hui, qui est extrêmement présent sur le plan éditorial. Juste une parenthèse, au fond, et ça je pense que c'est un sujet sur lequel l'UNESCO réfléchit, on se sent pris en tenaille entre d'un côté la collapsologie et de l'autre côté le transhumanisme. Dans les deux cas, en réalité, c'est presque l'espèce humaine qui est questionnée directement. Je ferme cette parenthèse, mais ce qui est intéressant en faisant à mon sens, en faisant ce lien entre l'hiver nucléaire et l'effondrement, c'est que vous avez tout ce débat sur le début de l'Anthropocène. Vous avez des auteurs qui considèrent qu'en gros, l'Anthropocène commence à la fin du XVIIIe siècle. Puis vous avez d'autres auteurs qui considèrent que le vrai changement, c'est 1945 et l'usage de l'arme nucléaire par les États-Unis contre le Japon. Et pourquoi je mentionne ça? C'est qu'en fait, tous les capteurs qui ont été mis en place pendant la guerre froide, à la fois pour surveiller l'autre, et en particulier dans ces essais nucléaires, je rappelle qu'il y a eu plus de 2000 essais nucléaires, soit des capteurs sous-marins, des capteurs aériens ou exo-atmosphériques. C'est par ces capteurs qu'on a aussi mesuré la dégradation du système Terre. Et donc, il y a quelque chose de très paradoxal de se rendre compte que notre compréhension, au fond, de l'environnement est au départ une compréhension par l'outil militaire, très indirectement. Donc ça c'est la… Si vous voulez, c'est le premier élément de réponse, ce cadre général. Alors ensuite, pour être plus précis, effectivement, une des thèses du livre, c'est que je considère que les États-Unis et la Chine sont engagés dans une rivalité stratégique à laquelle, et on l'a vu avec l'administration Trump, ils ont subordonné leurs relations commerciales et à laquelle ils subordonnent, à mes yeux, leur politique climatique et leur politique numérique. Dans le cas chinois, vous avez en fait une dialectique extrêmement étroite entre cette civilisation écologique qui est poussée dans le discours, bon, qui se traduit par aussi un recours très systématique aux centrales à charbon, par exemple. Ça, c'est assez accessoire par rapport à l'idée que je veux défendre, mais cette civilisation écologique va de pair avec un contrôle technologique à la fois collectif et individuel très poussé. Et cette dialectique n'est pas vue, pas suffisamment vue, c'est-à-dire que le discours de soft power de la Chine, évidemment, fait l'impasse sur cette notion et tous les aspects crédits sociaux qui, à mon avis, passeront aussi par le comportement en matière environnementale. Du côté des États-Unis, vous avez cette fameuse formule et la persistance de l'électorat Trump montre à quel point elle reste répandue aux États-Unis, cette fameuse formule de Bush père, au moment des accords de Kyoto, le mode de vie américain n'est pas négociable. C'est-à-dire qu'on a un développement qui ne pense pas la limite et qui, surtout dans les deux cas, ne voit pas les choses en termes de sobriété. Et je ne parle même pas de décroissance. Donc, si vous voulez, c'est une manière de rappeler que les États-Unis et la Chine, et si je veux être un peu provocateur, je dirais que les Européens peuvent tous se mettre à faire du vélo, ça ne changera pas grand-chose sur le fait que les États-Unis et la Chine représentent 45% des émissions mondiales de CO2. Donc, il y a quelque chose de tout à fait systémique dans leur rivalité parce que ce sont deux économies interpénétrées, très extractives, d'hydrocarbures aujourd'hui et demain, mais surtout très extractives, on y reviendra probablement, de données individuelles et de données industrielles. Dernier point de l'élément de réponse, c'est que cette subordination de l'aspect de la politique climatique place les Européens et d'autres d'ailleurs, c'est-à-dire que je pense que il y a un grand nombre de pays qui ne souhaitent pas être piégés par la rivalité sino-américaine, mais les place dans une posture où ils voient la lutte contre le réchauffement climatique comme emblématique au fond de la défense des biens communs. Or, je pense que pour ces deux grands,
cette question du bien commun sera traitée une fois la suprématie acquise sur l'autre. Et donc ça, c'est une posture qui doit, à mon avis, nous attirer notre attention sur les programmes de géo-ingénierie qui sont très activement développés à la fois en Chine et aux États-Unis, ailleurs aussi d'ailleurs. Et là aussi, les Européens aux toutes puissances ont une approche un peu comparable à celle qu'on pouvait observer au début de l'Internet, c'est-à-dire « Ah, on va réguler ». Certes, il faut réguler, mais il faut surtout, à mon avis, aussi se préparer au fait que nous allons avoir des solutions de géo-ingénierie ou par des tentatives de séquestration de CO2 ou par des tentatives de transformer le climat à l'échelle locale, voire régionale. Et ça, c'est déjà, si vous voulez, des choses qui sont en gestation. Quatrième et dernier élément de réponse, c'est que les armées qui ont le plus, en termes de doctrine, préparé cela et qui s'entraînent en ce sens, ce sont les armées américaines. Vous avez mentionné John Kerry. Pour les armées chinoises, on ne sait pas trop, pour être tout à fait honnête. Vous avez mentionné John Kerry, et qui effectivement présentait les choses lorsqu'il était dans l'opposition à Donald Trump comme une guerre pour le climat. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé avec ses nouvelles fonctions, c'est qu'il est envoyé spécial pour le climat, ce qui est une manière pour les États-Unis de revenir dans l'accord de Paris, et ça, évidemment, tout le monde peut s'en féliciter. Mais ça ne nous a probablement pas échappé. Il siège désormais au National Security Council. Ce qui, pour moi, est la traduction, au fond, administrative de l'idée que j'essaie de développer dans le livre. Merci. Donc, vous venez d'évoquer la datasphère, c'est-à-dire la guerre des données, parce que dans votre livre, vous évoquez ce que vous appelez les nœuds névralgiques, en fait, qui gèrent un peu le système international aujourd'hui. Le nœud névralgique que vous citez, c'est la mer, c'est l'air, c'est l'espace, et aussi les données numériques. Et donc, les données numériques, pour vous, jouent un rôle considérable dans la vie économique, dans la vie sociale et dans l'avenir, j'allais dire, des relations entre les pays. Et donc, ma question suivante, c'est, dans tous ces nœuds névralgiques, la mer, l'air, l'espace, les données, quel est le nœud le plus important? Quel est celui qui risque, j'allais dire, d'être déterminant pour l'avenir des relations entre les nations? Alors, peut-être juste pour clarifier les notions, en fait, l'air, la mer, l'espace et l'espace exoatmosphérique et la datasphère, c'est ce que j'appelle dans le livre des espaces communs. Bon, et ça, c'est aussi le fruit d'une production doctrinale venant des États-Unis, des auteurs comme Barry Posen au début des années 2000, qui explique que la supériorité militaire, elle s'obtient par la simultanéité dans ces espaces communs. D'accord ? Et donc, c'est toute la problématique de la maîtrise de la haute mer. C'est-à-dire que c'est une manière de rappeler que la mondialisation est avant tout une maritimisation, que l'objet le plus symbolique de la mondialisation dans laquelle nous baignons, c'est le container et le porte-container. Et là, au fond, avec une réflexion que j'essaie aussi de mener dans le livre, au fond, la manière dont on lit les grandes conquêtes partant d'Europe au XVe siècle et la manière dont on lit l'attitude de la Chine aujourd'hui, à mon avis, doit être reliée sur 5 siècles. C'est-à-dire qu'au fond, les Portugais partent non pas pour conquérir, comme on l'a longtemps enseigné, l'économie asiatique, mais pour ouvrir des comptoirs et en fait se connecter à une économie chinoise qui représente à l'époque 30% de la richesse mondiale. C'est probablement l'étiage auquel la Chine est en train de revenir. Bon. Et 5 siècles après, c'est la Chine qui achète des ports portugais, pour faire très simple. Bon. Donc ça, il faut le voir, à mon avis, sur le long terme. Et ça invite aussi à s'interroger sur ce qu'un auteur, François Gipoulou, appelle le basculement thalassocratique de la Chine. C'est-à-dire que la Chine, au fond, adopte un modèle très comparable à celui utilisé par la Grande-Bretagne puis par les États-Unis en termes d'usage de leur leadership, c'est la maîtrise de la haute mer par un système de base et par un investissement naval et maritime très régulier. C'est ce à quoi on est en train d'assister, notamment avec toute cette notion d'océan, d'Indo-Pacifique, c'est-à-dire que l'Indo-Pacifique traduit aussi ce déplacement du centre de gravité du système international vers l'Asie-Pacifique.
partir de là, les nœuds névralgiques. Si vous voulez, les nœuds névralgiques, je les définis pour essayer de comprendre l'interdépendance. C'est-à-dire que le pari, au-delà du livre, c'est les travaux que nous conduisons à l'IFRI, c'est-à-dire on ne va pas du tout avoir une fin de l'interdépendance. Au contraire, je pense que la crise sanitaire montre à quel point nous sommes tous liés biologiquement. Et donc ça fait prendre conscience à l'humanité dans sa totalité d'un destin commun. Mais en même temps, l'interdépendance est toujours asymétrique. C'est-à-dire qu'il faut être du bon côté de l'interdépendance. C'est aussi ça que la crise sanitaire a révélé. Et donc, pour moi, si vous voulez, les nœuds névralgiques, il faut se les représenter un peu comme des barrières qui se lèvent ou qui s'abaissent sur une décision de nature politique, économique, par rapport à une interdépendance. Et donc, les exemples, si vous voulez, de nœuds névralgiques que j'utilise, que j'essaie d'examiner rapidement dans le livre, le système SWIFT, par exemple, de paiement SWIFT, est un nœud névralgique. Un système aéroportuaire, ce sont des nœuds névralgiques. Et on le voit d'ailleurs avec la manière dont les frontières, on refait un usage des frontières à la faveur de la crise sanitaire. Les data centers, c'est-à-dire l'infrastructure au fond de l'Internet, c'est-à-dire qu'on a une vision de l'Internet comme quelque chose d'hors sol. En réalité, ce sont des câbles sous-marins qui font l'objet d'une compétition assez féroce actuellement. C'est-à-dire, pour faire très simple, les GAFAM sont en train de se doter de leurs propres câbles. Ce sont des data centers dans lesquels les données sont conservées, qui donc sont des infrastructures critiques. Et puis ensuite, vous avez, donc ça c'est la première couche, je dirais infrastructure. Ensuite, vous avez la couche logicielle, et puis ensuite, vous avez la couche d'application. Bon. Et tout ça, en fait, ce sont des nœuds critiques qui dépendent effectivement de juridictions ou de souverainetés très différentes. Et ce qui est intéressant avec la datasphère, donc la datasphère, pour faire très simple, c'est tout ce qui englobe les données, c'est qu'elle est en train de se reterritorialiser. C'est-à-dire qu'on a eu un discours en fait sur l'Internet comme, et dans le livre, en fait, je repars de la déclaration d'indépendance de l'Internet, du cyberespace, pardon, par John Barrow en 1996. Bon, il faut relire ce texte 25 ans après, c'est-à-dire qu'en fait, l'utopie d'Internet nous semble aujourd'hui très loin d'un espace, au fond, précisément pour reprendre la formule de John Barrow, complètement dépouillé de toute souveraineté. Or, on assiste précisément au contraire, à l'inverse, c'est-à-dire un retour des États, mais avec une complexité en termes de juridiction et de souveraineté très difficile à démêler. Alors précisément, merci. Pour poursuivre sur cette domination des nouvelles technologies, vous évoquez à un moment dans votre livre la capitalisation boursière dans le monde et qui montre, j'allais dire, un énorme déclin des entreprises liées au pétrole au profit de celles liées aux technologies. Je voudrais juste donner un chiffre que vous donnez dans votre ouvrage. C'est 7200 milliards pour les voilà, et pour les nouvelles technologies, voilà, et pour le pétrole, 2 milliards et quelques. Voilà, et 2800 milliards pour le pétrole. Bon, alors ça, si vous voulez, c'est effectivement… Pardon, je vous laisse finir, excusez-moi. Non, mais allez-y. Non, en fait, ma question, c'était, en fait, bon, on voit bien avec cette capitalisation boursière qui est entièrement, qui bascule entièrement du côté de GAFA, on voit bien la part qui diminue du pétrole et on voit bien quels sont les pays bénéficiaires, j'allais dire, de cette capitalisation boursière. Et là, on voit bien effectivement un partage du monde un peu. En tout cas, une domination de certains pays face à d'autres. Alors, pour être très précis sur la capitalisation des 7 majors du numérique, donc 7200 milliards de dollars en juin 2020, vous avez 4 entreprises américaines et 3 entreprises chinoises. Donc, il n'y a pas que les GAFAM. Hein. C'est quand même très important parce que ça explique aussi, enfin, on ne connaît pas suffisamment les BATX et les déboires actuels de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, montrent qu'aussi il se passe aussi des choses en Chine en termes de retour des autorités publiques. Et puis effectivement, les 7 majors pétrolières
sont aujourd'hui autour de 2500 milliards. Alors, il faut un peu corriger parce que c'est juste après le premier confinement où les prix du pétrole ont violemment chuté. Donc, je ne sais pas si on est encore, ça a probablement remonté un peu depuis. Mais enfin, ça montre la bascule. Alors, première observation, dans ces 14 entreprises, il n'y a plus une entreprise européenne, sauf Shell, qui est l'entreprise de pétrole que l'on connaît. Ça, c'est quand même un point extrêmement important. C'est-à-dire que l'appareil productif, en fait, pour tout ce qui est extraction de données, est complètement dominé par les entreprises américaines et chinoises. Le deuxième élément d'analyse, c'est que en fait, c'est en train de faire basculer l'économie politique internationale des hydrocarbures vers la donnée. Et donc, la question que soulève le livre, c'est quel type de géopolitique? On a eu fondamentalement une géopolitique depuis 1945 qui a tourné autour du contrôle des hydrocarbures, et notamment dans le rapport que les pays européens ont pu entretenir avec les pays du Moyen-Orient. Bon. Et donc, cette géopolitique-là est en train d'être profondément modifiée. C'est-à-dire que là, on ne l'a pas vu pendant la crise sanitaire, mais il y a des transformations au Moyen-Orient extrêmement profondes, en partie liées à la diminution de la rente pétrolière. Et c'est quelque chose qui, en tendance, évidemment, va s'accentuer. De l'autre côté, il faut essayer de comprendre cette géopolitique des données. Alors, vous avez dans la doxa l'idée, on dit souvent les données sont le nouveau pétrole. C'est quelque chose que vous avez probablement lu très fréquemment. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne comparaison parce que le principe des hydrocarbures, c'est un principe quand même de rareté, au sens où on sait qu'on a un monde fini avec de l'exploration-production, toute la problématique récente des pétroles et gaz de schiste, d'une certaine manière, a allongé et pourra encore allonger la problématique sur 1, 2, 3, 4, 5 décennies. Mais fondamentalement, on sait que c'est un stock qui est limité. Or, les données, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui croît et qui continuera à croître de manière exponentielle. On peut tout à fait se représenter une mondialisation où on a une stagnation, voire une régression des échanges de biens physiques. Enfin, je parle prudemment parce que là, on est en période de crise. Mais enfin, sortie de crise, ça peut tout à fait repartir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va avoir une intensification des échanges de flux de données. Et s'il y a bien quelque chose qui est transnational, ce sont les échanges de données. Donc ça, si vous voulez, pour moi, c'est quand même la grande question, c'est quelle géopolitique va découler de ça et quels sont les grands acteurs, au fond, qui vont jouer un rôle de cadre de cette nouvelle géopolitique. Et là-dessus, il y a deux notions sur lesquelles je voudrais m'exprimer rapidement. Il y a la notion de plateforme systémique, c'est formulé ainsi par la nouvelle commission dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle le DSA et DMA, c'est-à-dire la volonté, après le RGPD, de tentative de régulation des données personnelles, d'arriver vers une régulation des données industrielles. Et puis ensuite, vous avez côté américain comme côté chinois, beaucoup plus connu, enfin beaucoup mieux compris évidemment, parce que ça nous a face à un système ouvert, le complexe militaro-numérique américain et le complexe militaro-numérique chinois, dont on ignore à peu près tout en sources ouvertes. Bon. Pour la Chine. Pardon? Pour le complexe chinois, on ne Oui. connaît rien. Oui, pas pour les Américains. Non. Voilà, c'est beaucoup plus, on comprend beaucoup mieux côté américain, les modes de financement, etc. Mais ça a une incidence extrêmement forte, c'est que là, on est probablement à un moment de bascule aussi historique, dans le sens où, quand on regarde en tendance, souvent l'innovation émane des appareils militaires pour ensuite aller vers des applications civiles, avec des phases d'accélération liées au conflit. Et là, on est probablement dans un moment inverse, c'est-à-dire qu'on est dans un moment d'intégration d'innovation venant du civil par le militaire. Et avec un autre phénomène très frappant, c'est la capacité d'investissement en termes de recherche de ces plateformes systémiques. C'est-à-dire que les proportions en jeu sont en train de dépasser très largement les capacités de certains États. Et donc, la recherche aujourd'hui, d'une certaine manière, dans ces très grandes tendances, est orientée par les plateformes systémiques.
En fait, vous évoquez la géopolitique et vous dites quelle sera la géopolitique de demain, mais vous répondez déjà dans votre livre, parce qu'on voit bien dans le livre que c'est États-Unis, Chine et un petit peu Europe. Enfin, en définitive, l'Europe s'efface un petit peu, semble s'effacer un petit peu au profit, j'allais dire, des deux super grandes puissances du XXIe siècle. Et d'ailleurs, en parlant de la Chine, il n'est pas neutre que, en fait, dans votre livre, au début de votre livre, vous évoquez l'ouvrage La guerre hors limite, qui avait été écrit en 1999 par deux officiers chinois, qui avaient fait une liste de toutes les guerres non conventionnelles qui allaient apparaître dans les années à venir. Et dans cette liste impressionnante de 24 guerres, j'en cite quelques-unes, la guerre écologique, la guerre spatiale, la guerre du renseignement, la guerre de la contrebande, la guerre de la drogue, la guerre électronique, etc., etc. Vous dites en fait que vous avez écrit ce livre, Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques, en partie en réponse à la guerre hors limite, écrit en 1999. Et ma question est, parmi toutes ces guerres évoquées par les deux officiers chinois en 1999, quelle est celle qui vous semble la plus dangereuse, ou à court terme, vous allez dire, quelle est celle qui semble, j'allais dire, arriver sans qu'on la voie véritablement? D'où le terme d'ailleurs guerre invisible de votre livre. Bon, alors, vous l'avez rappelé dans votre présentation, et effectivement, non seulement j'avais lu ce livre, mais je l'avais enseigné parce que j'enseignais aux écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, parce qu'il m'avait beaucoup frappé. C'est un livre qui a été traduit en français en 2003, qui était assez peu commenté en France, qui était très commenté aux États-Unis, parce qu'en fait, c'est un des rares livres traduits du chinois, de stratégie. Et il se trouve que je suis retombé dessus un peu par hasard à la faveur d'un entretien traduit en français d'un des deux auteurs en mai 2020, que je cite aussi dans le livre, qui m'a beaucoup frappé sur la crise sanitaire, où en gros la thèse est de dire vous ne pouvez pas être une puissance technologique sans être une puissance manufacturière. Et donc, au fond, c'est une manière pour cet officier, enfin, en général, de dire les Américains ont perdu. C'est-à-dire que la dimension manufacturière, nous la maîtrisons dans toutes ses composantes, là où les États-Unis, sans même parler des Européens, ne maîtrisent plus que des segments manufacturiers. Donc ça c'est le point très important. Le deuxième point très important, c'est effectivement, vous l'avez dit, bon, il y a une manière de résumer ce livre qui est les militaires n'ont pas le monopole de la guerre. C'est ça que ces deux auteurs veulent dire. Ils attribuent au fond à un choc financier, à une pandémie, à une campagne de désinformation, la capacité de déstabiliser l'autre. Donc, pour revenir à votre question sur les 24 types de guerres, ce qui est intéressant dans la phase actuelle, si vous voulez, c'est pour ça que le terme de guerre invisible sert de titre, c'est ce que ces auteurs appellent l'addition-combinaison, c'est-à-dire la capacité de passer d'un champ à un autre. Et je pense qu'il ne faut pas du tout se tromper sur, quand on parle de la Chine, et d'ailleurs c'était très frappant à la fin de l'administration Trump, et je pense que ça sera la même chose avec l'administration Biden, c'est la différence à établir entre la Chine et le Parti communiste chinois. Il y a là, à mon avis, une lecture à faire importante. On est dans une situation où le capitalisme mondial est en train de passer en fait dans les mains de la Chine, pour faire très simple, dont la particularité, à la différence du capitalisme occidental qui repose sur la séparation des pouvoirs, on en pense ce qu'on en veut dans sa mise en œuvre, mais enfin, séparation entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Alors que dans le cas chinois, on est dans une fusion complète des pouvoirs autour du Parti communiste chinois, fort de ses 80 millions de membres et de ses 20 millions de cadres, qui est en fait l'organisation la plus opaque qui soit. C'est-à-dire que la Maison-Blanche est une maison de verre, là où j'ai plus le don en tête là, de cette partie de la cité impériale où se réunissent les dirigeants chinois, est impossible à percer. Donc ça, c'est quand même aussi un contraste entre le visible et l'invisible, c'est-à-dire que on attend le Bob Woodward chinois, si vous voulez. Et à mon avis, il n'est pas prêt d'arriver.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on est face à un régime dont le cycle historique a commencé en 1949 et doit s'achever en 2049, date à laquelle, pour le centenaire de la République populaire de Chine, la Chine affiche son ambition d'être, dans tous les domaines, la première puissance mondiale. Et ça doit nous conduire, à mon avis, à une relecture, enfin, à une compréhension de la mondialisation qui est très liée au fait que la vague ultralibérale, dont, à mon avis, on est en train de voir le reflux, pour faire simple, lancée par Reagan et Thatcher, aurait été impossible sans l'ouverture du marché chinois. Que cette dialectique-là entre l'ultralibéralisme et l'ouverture d'un marché gigantesque, comme celui de la Chine, est au fond l'élément fondateur des 4 décennies que nous venons de traverser. Et donc la question que ça pose, indépendamment de tout l'aspect contrainte environnementale qui nous oblige à revoir nos modèles de production, et la crise sanitaire le montre, c'est comment le capitalisme tel qu'il fonctionne peut continuer à fonctionner sans l'ouverture d'un grand marché comme celui qu'on a connu avec la Chine, qui au fond, quand on parle de l'émergence, etc., tout ça est bien sympathique, mais en réalité, c'est l'émergence de la Chine, et puis de quelques autres pays. Mais en tendance, c'est surtout l'émergence de la Chine qui est le phénomène le plus frappant de cette période de mondialisation. Et donc, si vous voulez, pour moi, pour répondre très précisément à votre question, le danger, il est à mon sens double, et je reviens au premier point de la présentation. Il est d'abord dans la mauvaise maîtrise que nous avons de ces outils technologiques. La technologie ne pense pas, mais elle façonne. Elle façonne aujourd'hui la vie économique et elle va de plus en plus façonner la vie politique. Dernier exemple en date, la censure 2 jours avant la fin de son mandat de Donald Trump par les plateformes systémiques. Et la rapidité de la dégradation environnementale. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, si vous voulez, compte tenu de la rivalité qui s'avive entre la Chine et les États-Unis, j'imagine assez mal les États-Unis ou la Chine s'affaiblir en démantelant leur plateforme systémique, d'une part. Donc, ça va renforcer leur poids, à mon sens, à court et moyen terme. Et avec toujours cette illusion de croire que c'est par la technologie qu'on va répondre à la dégradation environnementale. Et donc, si vous voulez, pour moi, le risque principal, c'est de continuer à ne pas voir que nos capacités de transformation du réel sont très largement supérieures à nos capacités d'anticipation. Alors, bien entendu, vous imaginez bien que des anciens fonctionnaires de l'UNESCO s'interrogent sur la place des organismes internationaux, la place du multilatéralisme dans le monde d'aujourd'hui. Parce que l'ONU, l'UNESCO, qui sont nés des ruines de la Seconde Guerre mondiale, vont continuer leur chemin tant bien que mal. Mais en définitive, on en parle très peu. Enfin, là, pendant ces minutes que nous avons passées ensemble, on n'a pas du tout évoqué ces organismes internationaux. Et question dans ma question, qui je pense va intéresser tous nos membres, c'est en définitive les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la vie des droits de l'homme dans le monde. Mais quel est l'avenir des droits de l'homme? Alors j'allais dire, qu'est-ce qui en parle aujourd'hui? Peut-être encore un peu l'Europe, encore que ça dépend de quelle Europe. Et j'allais dire, bon, l'avenir des droits de l'homme nous semble non pas préoccupant, mais un petit peu délaissé au profit, j'allais dire, de ces deux superpuissances et de ce problème géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Je pense que c'est en fait, c'est la question centrale, l'avenir des droits de l'homme, et plus largement l'avenir de la démocratie. Et donc ça va être une manière de répondre à votre question sur les enceintes multilatérales. Mais j'ai commencé en évoquant, si vous voulez, l'impression d'être pris entre deux feux, celui du transhumanisme, et qui est très poussé par toute une doxa. Le rôle acquis par quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, est tout à fait intéressant à observer. C'est en une personne, une sorte d'élément de transformation du système international. On pourra parler de SpaceX, par exemple, où tout ce que ça charrie, en fait, la vision, au fond, de l'être humain, pour faire ultra simple, ça mériterait d'être beaucoup plus nuancé, mais de la Silicon Valley, d'un côté. Donc, tout ce que ça charrie pour les implants, l'homme augmenté, une forme
de vision sans limite. Et puis à l'inverse, la collapsologie, c'est-à-dire l'impression que tout va s'effondrer du jour au lendemain. Et donc ça, c'est quand même effectivement, à mon sens, la question la plus importante, parce que les droits de l'homme ont été beaucoup décriés à la fois par les autoritaires comme quelque chose, bon voilà, dont il ne faut pas s'occuper, mais également par les Occidentaux avec le droit de l'homisme, en fait. Or, ça me semble être en réalité, oui, le sujet principal, c'est-à-dire la réflexion que nous avons sur notre propre capacité à vivre ensemble. Non, je n'utilise pas le terme vivre ensemble à la française, là, hein, mais de manière beaucoup plus large. Et dans une vision aussi plus positive de niveau de conscience collective qui, à mon avis, s'améliore. C'est-à-dire que, et ça se voit, enfin s'améliore, je ne parle pas en termes de progrès là, mais ça se voit dans la manière dont notre jeunesse se saisit de la question environnementale. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est effectivement la très bonne question. Et je dois dire que de ce point de vue-là, l'évolution des organisations internationales est préoccupante. On peut très facilement les décrier, de même qu'on peut très facilement décrier les instituts de recherche, etc. Enfin, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est beaucoup plus facile de supprimer quelque chose que de le créer. Et donc, je pense qu'il faut voir les organisations internationales aussi un peu comme des roseaux, si vous voulez, qui tiennent un terrain glissant. Bon. Par la sociologie qu'elle génère, par tous les contacts, tous les processus de discussion qu'elle permettent. Cela étant dit, il y a deux évolutions quand même majeures. Je pense qu'avec Donald Trump, est-ce que ça sera corrigé avec Biden? Peut-être, mais à mon avis, pas du tout dans les proportions antérieures. Les États-Unis, au fond, ont renoncé à être le garant ultime du système international post-45. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il leur coûte plus cher qu'il ne leur rapporte. Ils n'ont pas du tout renoncé à être le primus inter pares en termes de puissance, mais ils ne voient pas l'investissement dans le système multilatéral, même si, encore une fois, je pense qu'il va y avoir un retour des États-Unis, précisément parce que ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années, c'est une prise de contrôle très méthodique, et on a des travaux là-dessus à l'IFRI, par la Chine, de l'appareil onusien, dans toutes ses composantes. Bon. Et ça pose évidemment très vite des questions sur les droits de l'homme quand vous avez, enfin c'est le fameux argument, si vous voulez, sur je ne sais plus quel pays préside la commission des droits de l'homme. Un coup c'est l'Arabie Saoudite, l'autre coup c'est la Libye, etc. Donc voilà. Bon. Donc il y a aussi, si vous voulez, une part par rapport à la Charte des Nations Unies, etc., de dysfonctionnement en fait, du système onusien dans sa globalité. Après, il faudrait rendre justice à chaque organisation et très franchement, je suis pas capable de le faire précisément. Mais si vous voulez, le point, c'est ensuite la question en fait, du type de démocratie vers lequel on va. Et l'autre question qui est très géopolitique, c'est ce que j'indique dans le livre. Moi, je pense que nous sommes entrés dans une compétition cognitive, c'est-à-dire ça m'a beaucoup frappé lors du confinement, 3 milliards de corps confinés, mais qui n'ont jamais été aussi interconnectés. Et donc, le sujet, c'est la prise de contrôle de ça. Et deux éléments, donc ça renforce ce que je dis sur les plateformes, et puis surtout, ça renvoie les Occidentaux, les Européens, à une dure réalité, c'est que vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, et ça, c'est un problème très européen. Vous pouvez penser être très pertinent, il y a un moment où, en fait, la pertinence de vos idées dépend du rapport de force. Et on va donner la parole aux participants, mais simplement pour donner un exemple de ce que vous disiez sur l'investissement de la Chine dans les institutions internationales, le légendaire courrier de l'UNESCO qui allait mourir est en fait maintenant financé par la République populaire de Chine, avec 7 langues, une version numérique, une version papier, etc. Donc voilà, et il y a bien d'autres exemples de ce genre. Le même courrier de l'UNESCO, d'ailleurs, publie un numéro l'an dernier sur les droits de l'homme, par exemple. Voilà.
Alors, si vous voulez bien maintenant, on va donner la parole aux participants dans le petit quart d'heure qui nous reste. Et je vais demander à Neda de m'indiquer un petit peu les questions qui ont été soulevées pendant notre entretien. Alors, Neda? je n'ai pas encore reçu de questions, Patrick. Ah, alors, est-ce Alors, que tel ou tel participant qui nous entend, qui nous écoute, qui nous regarde, voudrait poser une question en direct? C'est possible? une question de Georges Poussin. Georges, nous t'écoutons, nous te voyons peut-être, non? Neda? Et il faudrait qu'il active son micro. Georges, active ton micro, Georges. Voilà, ça y est, c'est fait. Merci. Merci. Bonjour Georges. Moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant ce livre. J'ai l'impression que le fil conducteur, un peu, c'est quand même les relations américano-chinoises, que vous mettez vraiment tout à fait en avant. Et je voudrais vous demander très concrètement si vous pensez que l'arrivée au pouvoir de Joe Biden et l'administration démocrate vont aussi profondément transformer les relations américano-chinoises et peut-être aussi les relations américano-européennes que la présidence Trump avait pu les transformer. Monsieur Gomard. Bon, effectivement, il n'y a pas de doute, c'est l'élément, le fil rouge, pour toutes les raisons déjà indiquées. Alors, juste, j'ai rappelé ce que représentaient les deux économies en termes d'émissions de CO2. Je pourrais rappeler que ce sont les deux premières économies mondiales, et puis rappeler qu'à L2, ces deux pays dépensent 1000 milliards par an en dépenses militaires. Donc, les États-Unis sont à 700 milliards et la Chine est autour de 280 milliards avec une croissance de 5 à 10% depuis 79 par an. Donc, si vous voulez, ce sont les titans. Voilà, ça c'est tout à fait clair. Mais la grande différence entre la guerre froide et la période actuelle, c'est que pendant la guerre froide, les principaux alliés des États-Unis étaient leurs principaux partenaires commerciaux. Or là, nous sommes dans deux économies extrêmement imbriquées qui me laissent assez sceptique sur la capacité du fameux découplage voulu par l'administration Trump. Bon. Je pense qu'il y aura probablement un découplage au sens où les autorités chinoises ont compris la nécessité aussi pour elles d'être complètement autonomes dans un certain nombre de secteurs. C'est le plan Made in China 2025, et en particulier pour ce qui a trait aux semi-conducteurs, domaines dans lesquels, à l'instar du spatial, les États-Unis conservent encore une très forte avance. Mais le caractère, si vous voulez, éminemment structurant, qui est le fil conducteur, comme vous l'avez noté du livre, absolument. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour les relations avec l'Europe? Un facteur, à mon sens, de l'asymétrie aujourd'hui sino-américaine, c'est deux choses. D'abord, les armées chinoises progressent, mais elles n'ont aucune expérience opérationnelle depuis 1979. Et ça, c'est pas très rassurant parce que ça veut dire qu'il y a des risques d'escalade, alors que les armées américaines sont engagées depuis plus d'une génération de manière extrêmement régulière. Et puis, l'autre élément très important, c'est le système d'alliance. Et donc ça, c'est une manière de répondre à votre question. C'est tout à fait clair que pour les États-Unis aujourd'hui, la question, c'est comment ils font évoluer leur système d'alliance, et notamment l'OTAN ou d'autres systèmes d'alliance, par rapport à leur rivalité sino-américaine. Alors, ça renvoie, là, on rentre dans des granularités qui sont peut-être un peu, que j'aborde plus dans mes travaux à l'IFRI que dans le livre, mais ça renvoie pour les Européens fondamentalement au positionnement de l'Allemagne. C'est-à-dire que ce qu'a réussi Angela Merkel, compte tenu de sa longévité, c'est une forme d'équidistance, le terme étant ouvertement réfuté d'ailleurs à Paris, pour des raisons qui tiennent à l'importance en termes stratégiques du P3, c'est-à-dire de cette relation Paris-Londres-Washington en matière de sécurité, mais qui consiste à dire tout avec l'OTAN et donc relation avec les États-Unis par l'OTAN. Et donc là, on l'observe, il y a un retour, si vous voulez, une corde de rappel extrêmement puissante du germano-américain, tout en gardant évidemment une relation très ouverte avec Pékin,
puisque le modèle exportateur allemand repose sur sa capacité d'exportation vers la Chine. Donc, si vous voulez, ça me semble être le point principal. Après, ça sera plus courtois. Il y aura effectivement des signaux en termes de multilatéralisme. Je pense que les Européens, le problème, si vous voulez, des Européens, c'est d'avoir fait, enfin, c'est pas le problème, ils n'avaient pas tellement d'autres solutions en réalité. Mais ça me permet aussi de répondre à la question précédente de Patrick Gallo. On comprend bien l'histoire du multilatéralisme fort promu par le président Macron. On voit très bien ce que ça veut dire. C'est cette idée de ne pas se faire piéger. Mais c'est aussi une forme de confusion entre le multilatéralisme comme fin et comme moyen. Et ce n'est pas à d'anciens dirigeants de l'UNESCO que je vais dire ça. C'est que le multilatéralisme, c'est avant tout une méthode. Non. Et c'est par la discussion qu'on doit atteindre des objectifs. C'est pas la discussion en soi qui est l'objectif final. Bon. Et donc là, je pense qu'il y a une forme un peu de confusion qui s'est installée et que j'explique principalement par ce souci de ne pas se faire piéger par la rivalité sino-américaine. Dernier point, Trump a fait consensus bipartisan sur la rivalité avec la Chine. En fait, on peut voir les choses de la manière suivante. C'est quand vous lisez la production doctrinale américaine à la fin des années 90, la montée en puissance de la Chine est clairement identifiée, mais elle est considérée comme pouvant être accompagnée. D'où 2001, c'est à la fois le 11 septembre, mais c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC. Bon. En réalité, ce que va produire le 11 septembre, et c'est en ça que c'est quand même un tournant stratégique majeur, c'est de détourner les États-Unis de la montée en puissance de la Chine et de les coller au Moyen-Orient pour 2 générations. Pour une génération, pardon. Ça c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que Donald Trump, quels que soient ses facéties, ses errements ou ses fautes, n'a pas commis de faute stratégique, à mon sens. C'est-à-dire qu'il n'est pas réintervenu. Et à mon avis, ce n'est pas forcément ce à quoi il faut s'attendre avec l'administration Biden, qui est très droit-lomiste, justement, dans son discours, et qui retrouve, en fait, l'administration Biden, c'est Obama 3, hein, pour faire très simple sociologiquement. Mais Trump, d'une certaine manière, a mis fin au cycle d'intervention américain. Alors, avec des conséquences très lourdes en Syrie, etc. Mais d'une certaine manière, la question que je pose dans le livre, c'est on est très probablement à la fin du cycle d'intervention occidentale, et dans quelle mesure ça annonce un cycle d'intervention par les autres? Alors, la réponse avec la Russie est très claire depuis l'annexion de la Crimée, opération en Syrie, influence en Libye, etc. Elle se pose avec la Turquie, et la question, c'est est-ce qu'elle va se poser à un moment ou à un autre, et quand avec la Chine? Merci. Neda, autre question? Une question, Georges Koutoujian, président de l'AFU, souhaiterait prendre la parole. Georges? On va voir apparaître Georges, non? Georges. Tu peux poser ta question, Georges? Non, il faut active ton micro, Georges. C'est vrai, merci beaucoup. Donc, je disais qu'un Georges succède à un autre Georges. D'abord, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas encore eu le temps de lire votre livre, mais en revanche, j'ai lu des interviews que vous avez données justement sur votre livre, par exemple au Figaro et aussi pour d'autres journaux, etc. Et je vais vous poser une question très, très candide. Je trouve que, notamment dans votre exposé très brillant que vous venez de faire, on est très impressionné, enfin moi je suis en tous les cas très impressionné par le fait que vous êtes probablement, si vous voulez bien accepter ça comme un compliment, vous êtes probablement l'un des historiens en France à penser la complexité. Et je trouve ça absolument remarquable et quelque chose qui est, bon, dont on avait vraiment besoin. C'est là où votre discours, justement, dans les relations entre la Chine, les États-Unis, l'Europe,
sont très intéressantes et surtout tous les domaines que vous couvrez, n'est-ce pas? L'écologie, l'environnement, la mer, l'eau, etc., et l'espace, et surtout le cyberespace ou le data espace, enfin, comme on veut. Ma question est vraiment très, très, très basique. Est-ce que vous ne pensez pas que dans votre scénario, il pourrait y avoir des interventions tout à fait inattendues, comme par exemple la montée de l'Afrique sur la scène internationale? Vous voyez, ma question est très, très basique parce que effectivement, je crois que bon, l'affrontement sino-américain et l'analyse que vous en faites est très intéressante et très pertinente, je crois, parce que je n'ai pas ni votre expérience ni vos connaissances, je le reconnais, mais je me demande pourquoi vous n'essayez pas d'injecter, à moins que vous l'ayez fait dans votre livre, des surprises auxquelles nous pourrions nous attendre dans les années à venir. Alors, et j'ai juste donné cet exemple de l'Afrique parce que précisément, c'est le continent dont on pense qu'il n'y aura jamais aucune surprise, si vous me permettez cela. Mais je m'arrête là, Monsieur Gomard. Merci beaucoup, en tous les cas. Merci, cher Georges, très heureux de vous retrouver par ce canal. Et merci beaucoup pour votre commentaire trop flatteur et votre question qui est tout sauf candide. Bon, l'Afrique, si vous voulez, d'abord, un point de méthode. C'est moins l'historien qui vous parle là que le directeur de think tank. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire à l'IFRI, c'est une recherche qui est académique dans sa méthode, c'est-à-dire dans ses critères d'objectivité, mais qui se veut policy oriented. Et si vous voulez, moi, ce qui me frappe beaucoup dans la production de savoir académique, c'est à quel point elle s'est cloisonnée, au fond, à vue d'œil. Hyper spécialisé. Enfin bon, ça sera un autre débat, je pense que vous le maîtrisez parfaitement. Sauf que comme jeune universitaire, j'ai quitté l'université précisément à cause de cette hyper spécialisation et que comme lecteur, probablement comme beaucoup d'entre vous, je ressens le besoin de grandes synthèses. Mais encore faut-il effectivement faire l'effort de sortir de sa zone de confort et les deux livres sont, en ce qui me concerne, une tentative en ce sens. Brodel, vous savez, explique que le capitalisme ne crée pas la hiérarchie des puissances, mais se loge dans la hiérarchie des puissances. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse est méthodologique, c'est que quand vous cherchez à faire de la prévision comme on le fait à l'IFRI, en gros, il y a deux grandes méthodes. Ou alors vous tirez des courbes, ce que font très bien certains organismes, notamment l'Organisation internationale, et vous dites, bon ben voilà, en 2030, la Chine sera à 27% du PIB mondial, l'Europe là, donc ça voudra dire ça. Ou alors, effectivement, comme vous nous y invitez, vous cherchez à identifier des bifurcations ou des ruptures. Bon, alors ça, nous, on est à l'IFRI très clairement dans la deuxième option, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à essayer de se dire tiens, qu'est-ce qui se passerait si, what if? Bon. Alors, sur l'aspect Afrique, en fait, moi, je réponds, ça dépend ce que vous entendez par faire son accès sur la scène internationale. De fait, l'Afrique sera beaucoup plus présente pour des raisons évidentes démographiques. Je rappelle qu'au moment des indépendances, la population africaine doit être de l'ordre de 280 millions d'habitants. Elle est aujourd'hui d'1,2 milliard. Donc, ne serait-ce que ça fait que la présence africaine sur la scène internationale, numériquement, est déjà beaucoup plus importante. Ensuite, je suis toujours un peu mal à l'aise quand on parle, j'ai très peu voyagé malheureusement en Afrique par rapport à d'autres régions du monde,
Mais je comprends quand même qu'il y a une diversité, en fait, quand on parle de l'Afrique, surtout d'un point de vue européen comme un tout, alors que comme toujours, c'est comme la même chose pour l'Europe, on a quand même une diversité de situations qui rend très difficile en réalité, à mon avis, un raisonnement sur l'Afrique sur la scène internationale comme acteur stratégique. Si on raisonne en termes d'acteur stratégique, c'est-à-dire au fond de capacité à mener une grande stratégie, c'est le terme que j'utilise à la fin du livre pour dire la grande stratégie, c'est quoi? C'est un État qui est capable de penser à une génération, une mise en cohérence de ses moyens économiques, militaires, et qui, au fond, se prépare à ce que la guerre n'advienne pas, mais à la gagner si elle devait advenir. Donc, si on raisonne en termes de grande stratégie, on ne peut pas parler de l'Afrique, puisqu'il y a, je ne sais plus, 48 pays, quelque chose comme ça, et il n'y aura pas une grande stratégie africaine. À l'inverse, si on parle de grande stratégie, je pense que l'acteur qu'il faut évidemment suivre très attentivement, c'est l'Inde. Et en particulier, suivre de très près l'évolution, et ça, moi, j'oriente des travaux à l'IFRI là-dessus, parce que je suis très frappé du peu de travaux sur la place de Paris, et même en Europe plus largement, la relation sino-indienne. Et on le voit aujourd'hui dans l'Himalaya. Je pense que c'est le grand sujet de demain et qui a aussi d'ailleurs, je le signale au passage, avec l'Himalaya, une dimension environnementale tout à fait évidente. Donc ça serait ma manière de répondre à votre question. C'est plus que, non pas du tout pour minorer l'importance du continent africain, mais si on essaie de raisonner en termes de surprise stratégique, je pense qu'il y aura une crise où il sera pas possible très longtemps que l'Inde ne siège pas au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une volonté d'être un acteur stratégique. Merci. Alors, compte tenu du temps, vous savez, c'est un auteur, un livre, 1 heure. On va prendre une ultime question, mais après, on va libérer M. Gomard parce que son emploi du temps est très chargé. Est-ce que Neda, il y a encore une question en réserve? Malheureusement, nos auditeurs sont très timides. Personne n'a voulu converser. Donc, je pense que tu pourrais poser la question à la cantonade. Personne n'utilise l'application Converser. Monsieur Godicke demande la parole. Monsieur Godicke. Monsieur Godicke. Mettre ton micro. Ton micro, Horst. Est-ce que ça va mieux comme ça? Voilà, c'est très bien. Vous pouvez y aller, Monsieur Godicke. Je suis novice dans le jeu de Zoom, donc excusez-moi. Monsieur Gomard, je voulais tout d'abord vous féliciter de votre livre qui a ouvert les yeux à plus d'un sur l'invisible et sur l'immatériel et sur les conflits qui se passent par le moyen du cyberespace. Je suis suffisamment ancien pour me rappeler le passage d'un jeune Thomas Gomard à l'UNESCO, il y a peut-être une trentaine d'années. Un peu moins. Un peu moins. 91 ou 92? Ah non. 98. Ah oui, d'accord. C'est fin connaisseur de l'UNESCO, vous connaissez par cœur, comme nous tous, notre Bible, qui est la première phrase du préambule de l'acte constitutif, qui dit, n'est-ce pas, que les guerres prenant naissance dans l'esprit de l'homme, c'est dans l'esprit de l'homme qu'il faut ériger les défenses de la paix. Cela nous fait un tout petit peu sourire aujourd'hui, considérant que cette phrase, elle a 80 ans, bientôt, elle a 76 ans, elle a été formulée par qui vous savez. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion sur le rôle de l'UNESCO, son mandat aujourd'hui, au milieu de cette tempête de crise et de conflits
majeur qui dépasse la pensée du matériel au lendemain de la guerre avec les panzers, les tanks et autres. Merci. Horst, je suis très heureux effectivement de vous retrouver. J'étais en train de faire le calcul 22 ans après. En fait, j'ai pas vraiment fait un passage à l'UNESCO. Et peut-être d'ailleurs que si j'avais fait un passage à l'UNESCO, j'aurais un discours qui vous semblerait moins belliqueux que celui que j'ai tenu aujourd'hui. Mais c'est ainsi. Ouais, je pense que ce que je disais là en réponse précédemment, je crois que les organisations internationales comme l'UNESCO ont un rôle tout à fait majeur à jouer, à continuer à jouer, et inlassablement. Oui, je m'en rappelle. Hein, inlassablement et en dépit des critiques dont elles peuvent être l'objet. Je pense que les thématiques dont on a parlé trop rapidement, mais d'effondrement ou de transhumanisme sont au cœur en fait de la réflexion qui pourrait être initiée par l'UNESCO, que le réseau que ça représente, c'est en réalité extrêmement précieux. Mais je dirais ça plus d'un point de vue, si vous voulez, organisationnel que d'un point de vue philosophique. Et donc, c'est aussi la manière dont ces organisations internationales comme l'UNESCO arrivent à se réinventer, qui, à mon avis, est un sujet plus pour vous que pour moi. Maintenant, sur la finalité, qu'est-ce que ça m'inspire? Évidemment, je trouve que c'est un très beau… Enfin voilà, il ne faut pas du tout… c'est une très belle… je ne sais pas si vous avez vu l'introduction du livre. Moi, il se trouve que je lis beaucoup, pour des raisons autres, en ce moment, Pierre Teilhard de Chardin. Enfin, ça fait plusieurs années que je plonge dans la pensée de Teilhard. Et ce qui me frappe beaucoup avec Teilhard, si vous voulez, c'est ce qu'il écrit en étant dans les tranchées, en 14. C'est-à-dire que ses carnets de guerre sont écrits pendant ces périodes de permission, à l'arrière des tranchées. Et je trouve que le contraste entre le fracas de la guerre et la puissance, au fond, de ce qui unit, est quand même très saisissant. Et ça reste, pour moi, l'objet d'une réflexion de nature, oui, philosophique, politique, voire spirituelle. Donc ça, si vous voulez, c'est le cadre général pour dire qu'à mon avis, l'ambition de l'UNESCO reste très belle et doit être portée envers et contre tout, avec en même temps, sur un plan plus politique, la très grande lucidité sur l'évolution du système international qu'on a très rapidement évoqué. Et le fait que, en termes d'intention, chaque chapitre du livre, vous l'avez vu, se finit avec les intentions cachées que je prête à la Chine, aux États-Unis et aux Européens. Je pense qu'il ne faut pas être dupe sur les intentions cachées des uns et des autres. Et que, dernier élément, et là c'est peut-être ce qui fait que je ne suis pas passé par l'UNESCO, mais que j'ai choisi une autre voie, si vis pacem, parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Merci, Monsieur Gomard. Donc, avant de nous séparer, je voulais vous dire qu'il y avait pas mal de participants qui m'ont envoyé des messages en disant qu'ils étaient très intéressés par ce débat. Oui. Et donc, je vous remercie au nom de toute l'AFU d'avoir bien voulu prendre une partie de votre temps pour vous présenter cet ouvrage qui va réapparaître sur l'écran. Mais je voulais dire aux participants de l'AFU que c'était un ouvrage extrêmement pédagogique, car effectivement, à chaque fin de chapitre, numériser, innover, consommer, dissimuler, etc., comme vous venez de le dire, il y a l'intention des États-Unis, l'intention de la Chine et l'intention de l'Union européenne. Et c'est extrêmement, j'allais dire, didactique et pédagogique. Et donc, c'est un livre, j'allais dire, que vous pouvez offrir, faire partager autour de vous. Et je vous le dis d'ores et déjà que nous allons mettre sur le site internet, j'allais dire, l'essentiel de cet entretien. Monsieur Gomard, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Et à tous les membres du club, je leur donne rendez-vous dans à peu près 1 mois et demi pour une autre rencontre autour d'un autre ouvrage. À très bientôt à tous. Au revoir. Merci beaucoup, c'était formidable. Et merci beaucoup à Neda qui nous a permis techniquement, j'allais dire, de pouvoir réaliser cette entreprise. Merci beaucoup, Neda. Merci à vous tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, Neda.